Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Femmes de Sport, la seule émission omnisport au féminin. Alors aujourd'hui, nous allons parler de football, de sport de combat, mais nous allons dépasser la seule notion de la performance avec nos deux invités. Ah oui, aujourd'hui on reçoit Laurence Fischer, vous êtes 3 fois championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe, mais aujourd'hui vous venez nous parler de votre activité auprès des femmes dans le monde. Bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour Jérôme. À côté de vous, Brigitte Henriquez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancienne joueuse de football, ancienne internationale, et aujourd'hui, vous êtes secrétaire générale de la Fédération française de football. Alors, petit retour en arrière, quand vous avez commencé le foot, j'imagine que ça a été dur en tant que fille. Forcément, même plus que dur, puisque à l'âge de 5 ans, quand j'ai voulu m'inscrire dans le même club que mon frère au-dessus de moi, on m'a dit on ne prend pas les filles. Donc c'est plus que dur, ça n'a pas pu être possible avant l'âge de 12 ans, où en fait, parce que j'ai déménagé, j'ai enfin pu aller dans un club et voilà, et jouer après pendant de nombreuses années, mais carrément au début, non, c'était pas possible. Non mais vous, Laurence, ça a été un peu plus facile le karaté, même si c'est pas olympique, pourtant il y a quand même un peu plus de facilité. Effectivement, c'est plus facile, même si à l'époque, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus reconnu pour les femmes. Mais j'ai commencé un peu forcée malgré tout, non pas comme quoi, c'était plutôt l'inverse, je n'avais pas envie de pratiquer. C'est mon père qui m'a, à l'âge de 12 ans, obligée de pratiquer. Parce que vous étiez, je crois, assez réservée, donc c'était une façon de vous sociabiliser, je crois. Absolument, j'étais très introvertie, j'avais un grand problème j'avais du mal à communiquer et ça a été un... On a du mal à croire, là. Oui, comme quoi, effectivement, et ça d'ailleurs, la preuve en est, beaucoup aidé. Ouais. Je le disais, le karaté, c'est pas un sport, pour l'instant en tout cas, olympique. Donc vous aviez mené des études d'abord en d'anglais, puis ensuite vous avez repris vos études pour faire l'ESSEC. Pourquoi cette envie de reprendre les études ? C'est vrai que déjà en termes de reconversion, c'était extraordinaire. Parce que c'était aussi le moyen de me resocialiser, de connaître comment l'entreprise fonctionne et en plus de faire cette spécialité en marketing sportif qui m'a permis par la suite, dans un premier temps, d'intégrer les équipes d'un très grand équipementier au siège. Oui, parce que chez les sportifs, il y a de belles histoires de reconversion. Vous, Brigitte, racontez-nous comment on passe d'international à secrétaire général de la Fédération française de football. Élu, vous êtes numéro 3 sur la liste, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas le parcours que j'aurais pu imaginer, puisque en fait, à la différence de Laurence, moi j'étais obligée de choisir un métier d'emblée, puisqu'il n'y avait pas de professionnalisme à l'époque, il y en a encore très peu dans le football, ça il faut le savoir. Donc j'ai été professeur de PS, et puis durant ma carrière, comme j'étais très passionnée par le football et que j'avais aussi envie d'entraîner, j'ai passé pas mal de diplômes, notamment le DEF avec Didier Deschamps, qui avait fini premier de la promo d'ailleurs, on était 4 femmes sur 80, et c'était lui qui avait été major. Et puis par la suite, j'ai commencé à m'engager aussi au niveau d'une ligue, au niveau d'un comité de direction et également d'un district, parce qu'en fait j'avais tout simplement envie que n'importe quelle petite fille puisse jouer au football si elle en avait envie, parce que c'était pas le cas pour tout le monde. Ça commence à l'être, il y a beaucoup de demandes. Et puis voilà, puis j'ai eu une expérience au Paris Saint-Germain où on m'a sollicité pour être manager pendant 2 saisons, où on a pu gagner la Coupe de France en 2010. Et puis juste après ça, Noël Le Graët m'a sollicité pour être sur sa liste. Vous savez qu'avec la réforme de la gouvernance, on est passé de 26 membres d'un conseil fédéral à un comité exécutif avec 10 personnes, donc un président, une équipe, dont une femme. Ça, c'était la loi qui l'imposait. Et du coup aussi un programme, et donc j'ai eu la chance d'être choisie par Noël Le Graët, que je salue par là même avec sa volonté de faire vraiment quelque chose pour les femmes dans le football. Justement, Noël Le Graët, en 2011, il avait envie de passer ce cap de la 100 millième licenciée. Et bien, c'est un cap aujourd'hui qui est atteint, et c'est un sujet de la chaîne normande. Lilia est en fait la 100 millième licenciée de la Fédération de football féminin. Un chiffre symbolique pour la fédération qui lui a offert une journée de rêve avec l'équipe de France féminine en stage d'entraînement à Clairefontaine. Et c'est avec Wendy Renard, la capitaine de l'équipe des Bleus, que Lilia va passer sa journée. Et comme il y a des fois où le hasard fait bien les choses, cette journée est tombée pile le jour de son anniversaire. Ça fait bizarre, c'est pas tous les jours qu'on fait, des petites passes avec la capitaine de l'équipe de France. Ah oui, quand même, elle joue bien, c'est une professionnelle. Et j'espère atteindre le même niveau quand je serai grande.
Et c'est justement tout ce qu'espère la FFF. Et avec l'Euro qui approche et les résultats de l'équipe de France féminine, la fédération s'attend encore à un nouvel afflux de licenciés. Le nouvel objectif est de passer la barre des 200 000 licenciés dans les 3 ans. Aujourd'hui, on compte plus de filles licenciées qui jouent au foot que de filles qui font de la danse. 100 000 contre 70 000, ce qui montre que les stéréotypes sont en train de changer. Laurent, ça vous étonne, plus de filles qui aujourd'hui pratiquent le foot que de la danse? On s'attendait à ça? Ça ne m'étonne pas parce qu'en même temps, il y a un vrai engouement. Les filles de l'équipe de France sont performantes et surtout, les portes sont ouvertes. Je pense que j'ai vu qu'au niveau de la DTN aussi, il y a vraiment les moyens qui ont été mis pour permettre aux femmes footballeuses de pratiquer. Enfin, c'est ce que je vois de l'extérieur. De se développer. Vous êtes à 100 000 licenciés, l'objectif c'est 200 000. Pour arriver à ces 200 000, il faut se battre contre un certain nombre de clichés encore, vous pensez? Alors déjà, sachez que les 100 000, on a 6 mois d'avance sur notre objectif, donc déjà on savoure celui-là. Après c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde 2019, on se fixe déjà des objectifs encore ambitieux. Oui, il y a encore beaucoup de travail et je crois qu'avec 100 000 licenciés, on a rattrapé le retard qui était le nôtre. Vous prenez la Suède qui a 150 000 licenciés, l'Allemagne qui en a 250 000. On était quand même vraiment très très en retard. Donc voilà, avec 100 000, c'est déjà mieux. Et comme vous l'avez dit, il y a ce qui est fabuleux. On voit la petite Lilia qui rêve d'être une Wendy Renard, une Gaëtane Tinet, voilà, et qui a envie d'être professionnelle. Ça, c'est le vrai changement. Après, voilà, c'est pas que les clichés. En fait, c'est surtout que les clubs, voilà, il y a 1 800 000 joueurs en France. C'est vrai que du coup, les clubs ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin d'encadrement, d'éducateurs, d'éducatrices, ils ont besoin aussi de dirigeants, de dirigeantes. Voilà, il y a tout ça en fait, toutes ces actions-là, ce sont des choses que nous menons avec la Fédération française de football pour accompagner les clubs, parce qu'on leur en demande déjà beaucoup. Je vous dis, une fois encore, je le répète, 1 800 000 licenciés, c'est énorme. Voilà, donc notre prochain champ de bataille, c'est d'accompagner ces clubs et grâce à l'héritage de l'Euro 2016, on est déjà bien avancé puisqu'on a réussi à financer 50 000 bons de formation gratuits pour des éducateurs et des éducatrices cette année. Également des terrains synthétiques, des clubs house, des vestiaires, parce que pour les filles, voilà, le vrai problème des clubs, c'est les vestiaires. Après, politiquement, très sincèrement, on a franchi vraiment un cap avec un président qui a donné le ton très très rapidement en nommant des femmes à des postes clés, y compris avec Florence Ardouin, notre directrice générale, qui a été nommée très rapidement après notre élection et qui d'ailleurs vient d'être élue au comité exécutif de l'UEFA. Voilà, donc en donnant cet exemple-là, finalement, comme vous le disiez, notre président a montré l'exemple, a donné les moyens et voilà, on est vraiment sur la bonne voie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une volonté politique, ça suit en bas au niveau des clubs. Et puis maintenant, c'est vrai qu'un club qui dit je prends pas de filles, c'est un peu has-been. Justement, vous parliez un peu de ces femmes qui sont porteuses de mission. Vous êtes porteuse de mission au sein de la Fédé. Quelles sont vos missions concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, ça a été très clair avec Noël Le Graët. En fait, quand il m'a demandé de rejoindre sa liste, il m'a demandé d'être numéro 1 du football féminin en France et de formaliser un plan de féminisation avec des objectifs clairs. Donc en fait, on a choisi très rapidement 4 axes, après avoir bien évidemment fait un diagnostic complet de là où on en était. Donc comme je vous le disais, on était bien en retard. Donc c'est très simple. Le premier axe, c'était... Oui, on avançait très très vite. Plus vite que prévu, il manque plus que la médaille là au jeu et on aura copie parfaite. Donc le premier axe, c'était vraiment de valoriser la place des femmes dans le football en ayant plus d'arbitres, plus de dirigeantes, plus d'éducatrices. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on est passé de 25 000 à 37 000 dirigeantes. Donc on a encore un petit cap de 3 000 à atteindre, mais c'est déjà énorme. Ça fait plus de 25% d'augmentation. Sur l'arbitrage, c'est un petit peu plus difficile, même si on a 2 beaux symboles avec Stéphanie Frappard et Manuela Nicolisi qui vont arbitrer à Rio. Là, on est à 700, donc on a encore un peu de travail à faire, mais c'est le plus dur, l'arbitrage. Et puis sur les éducatrices, on était à 600, on est à plus de 3 000 éducatrices formées. Donc là, avec les bons de formation, franchement, ça a vraiment boosté. Donc ça, c'était le premier axe. Après, on avait le deuxième axe qui était vraiment sur la pratiquante. Et là, l'objectif, c'était 100 000, donc il a été atteint, avec à chaque fois, bien évidemment, des actions. Et puis, vous avez sur le troisième axe, là, c'était plus sur le haut niveau, avec le fait de valoriser notre compétition de D1, d'aider les clubs dans la structuration. Et puis, sur le quatrième axe, sur la formation, avec un objectif d'avoir de plus en plus de pôles, donc de pôles régionaux, d'élite, pour former nos jeunes joueuses. Je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire d'un club qui a suivi les directives de la Fédération française de football. C'est un sujet qui nous est proposé par Vosges Télévisions. Voilà, ça anticipe.
C'est devenu une obligation, au même titre que de former des arbitres. Les clubs professionnels de football doivent depuis peu disposer de sections féminines. C'était l'une des principales raisons de l'absorption de l'ASFE, association sportive de football féminin d'Épinal, par le SAS, réalisée l'été dernier. C'est une obligation, les directives de la Fédération française de football. Toujours est-il que nous, on a été quand même bien au-delà de ça, puisqu'on a quand même créé une section collège, 6e, 5e, 4e, 3e, et puis cette année, on a ouvert aussi en lycée. Donc les filles aujourd'hui ont le même fonctionnement que les garçons, à savoir des horaires aménagés. On les amène ici au stade, ils ont possibilité de s'entraîner avec un entraîneur diplômé. Donc je pense que vraiment ça amène un plus au club et puis il y a réellement moyen de faire des choses intéressantes. À la récupération, derrière, quand vous voulez récupérer le ballon, il faut que vous alliez serrer ensemble. D'accord ? Quand vous voulez aller récupérer, vous allez serrer ensemble. D'un entraînement par semaine, ces lycéennes sont passées à 4 ou 5 le soir après les cours, plus les matchs les week-ends. Et elles sont bien évidemment tout aussi motivées que leurs homologues masculins. Il y a 4 ans, en fait, depuis toute petite, je fais du foot et je me suis inscrite avant, c'était l'ASFE, puis c'est devenu le SAS avec la fusion, et puis parce que c'est ma passion, quoi. Tu sens vraiment que le regard sur le foot féminin a complètement changé aujourd'hui ? Beaucoup plus. Et ils regardent mieux les garçons, beaucoup mieux. Avant c'était toujours une fille qui fait du foot. Ça craint ? Ça craint, oui. Qui sait pas jouer. Mon objectif c'est la D2, donc on verra bien. Donc vivre du football carrément ? Je sais pas. Je sais pas si j'ai les capacités, mais on verra bien. C'est quoi le plus haut possible ? Équipe de France. Carrément. Équipe de France, jouer à Lyon, je sais pas. Nul doute que les récentes campagnes des Bleus et des meilleurs clubs nationaux ont contribué à changer l'image du foot féminin, à le médiatiser et donc à attirer de nouvelles pratiquantes. La Lorraine compte aujourd'hui 3800 licenciés, dont la moitié en Moselle et un peu plus de 500 dans les Vosges. On a une nette progression, comme sur toute la France, mais c'est vrai qu'on a gagné 45% en 2 ans, ce qui est énorme, et surtout chez les plus petites. Donc on commence à avoir une base assez solide et c'est là que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a assez de clubs ? Je vais vous dire non, il n'y a jamais assez de clubs, mais ça commence à venir tout doucement et notamment sur les Vosges. On a de plus en plus de clubs, d'équipes de petites 100% féminines qui se sont créées et ça devient vraiment intéressant puisqu'on peut proposer une pratique à la fois entre filles mais aussi contre des filles, chose qu'on ne pouvait pas faire même l'année dernière. Le SAS a d'ailleurs créé une équipe U11 début février. Objectif à moyen terme pour le club, avoir au moins une formation par tranche d'âge et par niveau, dont une en 2e division. L'ASFE y avait évolué une dizaine d'années au total. L'équipe première du SAS se situe actuellement juste en dessous, en DH, la 3e division. Voilà une belle histoire. J'imagine que partout en France, il y a des histoires comme cela. On va arrêter de parler de foot, là, mais on va parler des valeurs du sport. Et parce que le sport a des valeurs au-delà de la simple compétition. Ah oui, et vous, Laurence, vous utilisez votre sport, le karaté, pour donner, apporter aux autres, aux femmes en particulier. Racontez-moi un peu cette histoire. Qu'est-ce qui vous pousse à donner autant ? En fait, je considère que, à la base, c'est parce que dans le karaté, dans le mode d'apprentissage, amène à prendre conscience de ses valeurs. Et on est aussi dans la transmission, aussi dans... Valeurs art martiales, comme souvent. Pas seulement, je pense qu'il y a une universalité dans tous les sports, dans la relation à l'autre, dans le respect, dans la connaissance de soi, de l'autre à travers la pratique, parce qu'on prend des risques, parce qu'on se met aussi à nu. Et moi, ça m'a tellement apporté que je me sens le devoir de le partager. Et c'est pour ça aussi que je vais plus particulièrement en direction des femmes et des enfants, des personnes qui sont aussi dans des situations de grandes difficultés, qui sont vulnérables. Donc c'est des missions aussi à l'international. Et j'ai commencé avec Play International à Kaboul en 2005 auprès des femmes. Sport sans frontières. Voilà, anciennement Sport sans frontières. Et dernièrement, je suis allée avec les écoles de l'espoir en RDC, dans la région des Grands Lacs, à Bukavu. Et justement, racontez-nous ça, parce que c'est quand même assez particulier. C'est une organisation qui a été créée en France par Michael Sylvestre, un footballeur. Comme quoi, tout se retrouve. Les écoles de l'espoir, il y a une structure qui s'appelle School for Hope. Et donc aujourd'hui, vous allez régulièrement en République démocratique du Congo, dans cette région des Grands Lacs qui a été terriblement affectée par les guerres civiles, guerres, massacres, et violences en tout genre. Exactement. L'objectif d'abord de l'association, c'est d'apporter une base éducative qui sont lire, écrire, compter et un métier. Et en l'occurrence, pour ces femmes,
qui sont un public, ils les appellent là-bas les survivantes, c'est-à-dire qu'elles sont victimes de viols de guerre. Et c'est grâce au docteur Mukwege qui fait un travail extraordinaire, qui a été primé et reconnu à l'international sur le travail qu'il fait malheureusement depuis trop longtemps. L'homme qui réparait les femmes. Absolument, il fait un travail fabuleux. Et Marie-Josée Lallard, qui est la directrice des écoles des sports, m'a proposé auprès des femmes, parce qu'elles avaient envie d'avoir un outil qui puisse leur permettre d'avoir confiance en elles. Donc, quand on parle des valeurs, c'est confiance en soi, c'est retrouver leur dignité, se réapproprier leur corps à travers la pratique du karaté, où on apprend aussi à se défendre et à se dire que ça ne se reproduira pas. Et effectivement, c'est une mission sur 3 ans parce qu'elle a été financée, ça reste une association, elle est financée par les dons et aussi par la Fondation Elle. Et donc c'est la 2e année. La première année, j'ai mis en place l'activité karaté qui a été l'initiative d'une jeune femme qui a dit « je veux apprendre à me défendre ». Et donc Marie-Jo me connaît, m'a dit « Laurence, il faut que tu viennes ». Parce qu'elle sait aussi ce travail que je fais auprès des enfants et j'ai cette sensibilité, cette envie de... Parce que pour moi, c'est un outil... Je suis une vraie militante de l'éducation par le sport parce que je considère que c'est un outil quasi magique sur l'effet que ça... Moi, ça me l'a fait, cet effet-là, alors que on est dans un environnement quand même privilégié, dans une démocratie, dans des conditions plutôt favorables, même si c'est perfectible, n'est-ce pas, surtout pour les femmes. Mais là-bas, il n'y a rien du tout. La femme n'existe pas, elle n'a pas de valeur. Donc, leur apporter cet outil-là, ça décuple, ça décuple leur espoir. Justement, oui. on n'a pas pu aller faire un reportage sur place, mais on vous propose de découvrir une action similaire qui se fait en France avec un autre sport de combat, la lutte, et ça se passe du côté d'Épinal, un sujet encore une fois de Vosges Télévisions. Nadia est une authentique championne de lutte. Sa pratique sportive, elle la met aujourd'hui au service d'un volet franchement social, d'insertion ou de réinsertion. Depuis le début du mois de septembre, l'entraîneur du club d'Épinal intervient ainsi chaque semaine, ici, au centre culturel de Rambervillers, auprès d'un public exclusivement féminin, issu du centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Une démarche accompagnée par les pouvoirs publics. L'idée, c'est que ça puisse leur permettre déjà de sortir de leur environnement et de progressivement reprendre confiance en elles pour repartir sur un nouveau parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Et l'objectif, c'est aussi qu'elles retravaillent leur capacité physique. C'est un module qu'on appelle Par le corps, qui se déroule en 4 étapes. À partir de ces 4 étapes, on a basculé vers une 5e étape, qui est la phase d'opposition. Et dans l'opposition, on introduit des jeux d'opposition et de lutte pour pouvoir retravailler le rapport au corps et la confiance en soi. Il y a un petit côté self-défense ou pas du tout? Si, mais ça vient beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, parce qu'avant de pouvoir se défendre, il faut déjà avoir conscience de son corps, il faut déjà savoir l'utiliser, il faut déjà aussi, entre guillemets, le réparer quand c'est nécessaire, et là c'est nécessaire. Nécessaire pour ces femmes qui ont subi des violences physiques ou psychologiques, dévalorisation d'elles-mêmes, isolement, honte. Elles craignent le plus souvent de s'exprimer. Peu d'entre elles ont d'ailleurs accepté le regard de notre caméra. Marie-Claire, 44 ans, séjourne au centre de Rambervillers. Elle essaie de se reconstruire. Vous en ressentez vraiment les bienfaits là? Tout à fait. Ça permet d'extérioriser le stress. Ça permet de sortir un peu du quotidien qui n'est pas toujours évident. Votre histoire, c'est quoi en quelques mots simplement? J'ai voulu refaire ma vie l'année dernière au bout d'un projet d'1 an sur l'île de la Réunion. Il s'est avéré que c'était un réseau de prostitution dans lequel je ne suis pas tombée. Je n'avais pas conscience encore à l'époque, là-bas en tout cas, de tout ce qui m'arrivait. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais toujours des contacts en métropole qui, eux, avaient compris. Je suis persuadée, maintenant plus d'1 an et 1 mois, que je pense 3-4 jours, j'étais plus là. Davy Cabossé qu'il faut apprendre à rediriger. La lutte fait partie du processus. Pour son initiatrice, le sport doit avoir cette dimension-là. Le sport sans le versant social, c'est réservé alors dans ce cas-là à une élite. Parce que du coup, on oublie beaucoup de gens. Voilà. Et moi, je voudrais m'intéresser à ceux qu'on oublie. Parce que j'aurais pu en faire partie.
Les exercices de ce genre vont donc se poursuivre d'ici le mois de juin, devant ou à l'abri du regard de la caméra. Toutes ces femmes mettent en avant les bienfaits de la pratique de la lutte dans leur processus de reconstruction, même si pour chacune d'entre elles, le chemin promet d'être encore long. On vient de voir un sujet touchant, et je sais que le foot aussi est porteur de valeurs. Est-ce que vous aussi, vous menez des actions ? Oui, bien sûr. Vous avez en ce moment le carton bleu qui justement permet à des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses sur tous les terrains de France en fait, d'être valorisés par leur comportement sur le terrain. Et on est très fiers de cette action-là parce que justement, non seulement on éduque les jeunes avec le vecteur éducatif du football, mais aussi les parents sur les bords du terrain. Ce qui est très important dans les sports collectifs extérieurs. Mais revenons aux écoles de l'espoir. Donc, si vous voulez les aider, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche. Vous en êtes où dans vos projets ? Quels sont les besoins ? Quels sont vos futurs projets, Laurence ? Ce qui était extraordinaire, c'était la deuxième fois que j'y allais, et après avoir mis l'année dernière l'activité karaté avec un jeune étudiant karatéka extraordinaire qui travaille très près avec ces femmes-là. C'est tout bêtement, en fait, elles sont... L'étape suivante pour elles, qui m'a vraiment surprise, c'est qu'elles veulent enseigner. Ouais. Elles veulent enseigner aux femmes de leur village. Donc là c'est aller au-delà de nos espérances. Elles veulent transmettre. Donc là, on va créer un petit livret illustré, accessible, même si on ne sait pas lire, qu'elles garderont, qui leur permettront de transmettre. Après, ce sont des kimonos, c'est du matériel. Et puis, à la base aussi, ce qui est la première mission de l'association, c'est pour elles d'avoir une autonomie professionnelle financière. Donc, c'est par exemple des machines à coudre. C'est tout bête. Mais plus personnellement, je sais que vous aimez beaucoup le théâtre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous aimez beaucoup le théâtre, évidemment le karaté. Vous avez essayé d'associer un peu les deux. Et je crois que vous voulez monter une fondation, monter des activités, des ateliers. Alors, quel est l'avenir de Laurence ? Ça va être compliqué. C'est vrai que je suis assez polyvalente et la vie est courte. Donc il faut aller on apprend aussi, on est un peu des Wonder Woman parce qu'on est aussi obligé déjà en athlète. De mener plusieurs carrières. Absolument, c'est aussi une force. Et c'est vrai que cette passion pour le théâtre, je l'avais avant de faire du karaté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les valeurs, ce que représente le théâtre en termes d'outils et celle du karaté, je suis sûre qu'il y a une transversalité possible et une union qui font que ça peut être utile au plus grand nombre. Oui, je vous vois sourire, j'ai l'impression que ça vous parle, cette histoire de transversalité. En fait, c'est très drôle parce qu'avec Laurence, c'est sûrement la première fois qu'on se rencontre. Moi, j'ai un mari qui est karatéka et danseur aussi. Et moi, ma passion, c'est le foot et je suis aussi passionnée de théâtre et de danse. Et comme le disait Laurence, je pense que ce sont des activités, que ce soit le sport ou le théâtre, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment à chacun de développer un potentiel de créativité extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais pour l'Euro 2016, vous allez avoir tous les établissements scolaires qui ont eu la possibilité de participer à un flash mob et les établissements qui vont gagner, donc c'est en partenariat avec l'UNSS et l'UEFA, et les établissements qui vont gagner vont en fait danser juste au début de chaque match sur les différents sites de l'Euro 2016. Donc je trouve ça extraordinaire parce que c'est le sport, c'est la fête, c'est la danse, c'est voilà toutes ces les activités artistiques, c'est vraiment, enfin voilà, moi je suis aussi très très convaincue et j'ai aussi pratiqué et j'adore. Donc voilà, il y a des projets qui naissent sur les plateaux de femmes de sport. Vous reviendrez nous raconter la suite de l'aventure. Pour terminer, pour l'équipe de France cet été, grand objectif. La médaille. La médaille. Je crois, Vanessa, qu'il faut dire au revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Parce qu'on va continuer à parler des Jeux Olympiques, mais cette fois-ci avec Florian. Bonjour Florian, on est au mois de mai, vous savez ce qui me plairait. La liste des qualifiés pour Rio ? Exactement. Voilà, donc c'est la première liste officielle publiée par le CNOSF dans les sports individuels. 34 athlètes, parmi elles Astrid Guyard, qui était notre invitée du mois de février. En février, exactement. Elle est qualifiée depuis le mois de mars à travers diverses épreuves, dont Rabat et la Havane. Et puis c'est un bon espoir de médaille en Est-ce qu'il y a d'autres espoirs de médailles ? Il y en a d'autres évidemment, en natation, avec Charlotte Bonnet, qui est qualifiée sur le sprint 100 mètres et 200 mètres et relais en nage libre. Donc très court. Ouais. Plutôt court. Et Coralie Balmy sur le 200, 400 et 800, également en nage libre, avec tout un tas d'autres qualifiés en natation. Alors, je sais que tu aimes particulièrement la voile. Des qualifiés en voile, des espoirs de médailles ? Des espoirs de médailles. Alors, beaucoup de qualifiés en voile, mais on va se concentrer sur les espoirs de médailles avec le duo Hélène de France et Mathilde Lecointre. C'est en 4,70. Avec Charline Picon
en planche à voile et un duo mixte en 49er. C'est Marie Rioux qui concourt avec Billy Besson. Ils sont champions du monde de la discipline. Mais comment ça se passe pour nos anciennes invitées comme Manon Valentino et Jeffy Zeman? Alors ce sera difficile pour elles, mais pour Manon Valentino, voilà, elles sont encore en lice. C'est pas officiel pour Jeffrey Zeman, mais ça devrait le faire puisqu'elle est championne d'Europe de judo. Et puis Manon Valentino, ça va être un peu plus difficile. Elle est sur une shortlist de 6 athlètes, mais il n'y en a que 2 qui iront au JO. Alors, on en saura plus donc, j'imagine, le mois prochain avec toi. Flo, on retrouve toute la liste de toute façon sur le site www.femmesdesport.fr. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. À bientôt.